Bertrand, Trump est de retour à la présidence des États-Unis, donc avec lui, c'est le retour du climato-scepticisme, c'est le retour de l'angoisse totale pour nos écolos qui ont réagi de manière peut-être un peu excessive. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a vu Marine Tondelier, Sandrine Rousseau faire des tweets en hurlant, en fait, comme si un cataclysme était arrivé. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui. Mais ce qui est étonnant, si tu veux, c'est qu'il y avait quand même eu le premier effet Trump en 2016. C'est 2016, je crois, la C'est première fois qu'il ça. a été élu. Donc on avait déjà eu un espèce de cinéma pas possible. À la grande surprise, il avait été élu. Et donc là, on pouvait légitimement, on peut se dire, ok, ils connaissent pas le personnage, mais il a quand même été 4 ans président des États-Unis déjà, tu vois. Il a pas, bon, par exemple, il n'a pas fait de guerre, hein, contrairement à Obama, tu vois. C'est des choses que rappellent les médias quand même, enfin certains médias, par exemple. Donc il pourrait un peu se calmer. Et en 2016, d'ailleurs, j'étais à New York, c'est très impressionnant, et tout le monde tirait la tronche, effectivement. C'était par hasard que j'étais à New York, hein, par le plus grand des hasards. Mais donc voilà. Mais alors là, effectivement, il y a des réactions, mais c'est très intéressant, très instructif de voir leur réaction justement pour comprendre ce qu'est devenu l'écologie aujourd'hui. Alors, tu as Sandrine Rousseau, notre Sandrine Rousseau nationale, qui a dit: les États-Unis sont le théâtre d'un backlash climato-sceptique, masculiniste et raciste soutenu et encouragé par les acteurs d'une économie libérale avide de profit. Point. Angoisse, dit-elle. Bon, tu vois. Et donc, alors, tu as Claire Nouvian, qu'on aime bien aussi citer, autre hystérique de l'écologie, qui a dit: Trump a gagné, ou plutôt la xénophobie, le masculinisme, le climato-scepticisme, la haine des femmes et de la démocratie, le mépris des droits des minorités et des droits humains vont être aux commandes. Alors, je ne sais pas si tu imagines, bon, c'est toutes les, comment dire, finalement, la xénophobie, si tu veux, bon, de Trump à New York, le New Yorkais Trump qui a fait toute sa carrière à New York, le masculinisme. On rappelle que Trump, si vous regardez les biographies ou sur Netflix, par exemple, vous verrez que la première grande, son bras droit était une femme, par exemple, quand il a commencé à New York dans les années, je sais pas, c'est peut-être les années 70. Donc c'était le premier, je pense, à faire ce genre de choses. Climato-scepticisme, bon là, je crois qu'elle a raison. Donc la haine des femmes, passons là-dessus. Il a quand même eu beaucoup de voix, il a gagné en nombre de voix cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, hein, où c'était seulement les grands électeurs. Et a priori, beaucoup de femmes ont quand même voté pour Trump. Donc les femmes américaines sont moins inquiètes manifestement que Claire Nouvian. Bon, et je passe sur le reste. Alors il y a les jeunes écologistes aussi qui ont réagi, et ils ont dit que son élection fragilise les idées progressistes et révèle la progression des thèses d'extrême droite. Notre priorité doit être de mener de front un front féministe, antiraciste et écologiste. Bon, bah, ça résume bien, si tu veux, cette phrase des jeunes écologistes. Un front féministe, antiraciste et écologique, on met tout ça dans un même truc. Hein, et puis ça donne notre idéologie, notre façon de penser, etc. Donc on voit, bon, l'écologie est toujours associée au thème marqueur et un peu obsessionnel de la gauche. On ne sera pas surpris. Alors, il y a un truc marrant aussi, c'est Lou Espargilière. Alors, c'est un gars qui a vers le média. Et alors, il dit c'est un cauchemar pour les femmes. C'est pareil, on se demande pourquoi. Les minorités. Bon, il y a beaucoup de Noirs américains qui ont voté pour Trump. La Surtout les démocratie latinos. américaine, pardon. Surtout les latinos. Ouais, Énormément. Il a énormément gagné dans ces populations-là. Qui ont beaucoup, qui ont choisi en fait Trump face à Kamala Harris, alors qu'on ne s'attendait pas à ça et que Kamala Harris avait beaucoup tablé sur le vote latino et en réalité, ça s'est porté vers Trump. Mais je t'interromps plus. non, non, mais je t'en prie, tu as bien fait. Voilà, donc bon, et après il dit aussi que c'est pas bien pour le peuple ukrainien. Alors je sais pas, je suis pas sûr au vu du passé en fait, parce qu'on se rend compte pendant le mandat de Donald Trump, il a été quand même très très affirmé, il avait une politique très affirmée, très dure d'une certaine manière contre la Russie de Poutine. Il ne faut pas croire que c'est un pro-Poutine ou un pro-russe et donc un anti-ukrainien. Tu vois, c'est un peu une façon un peu simpliste de penser, surtout si on connaît le parcours de Trump à la présidence. Donc voilà, c'est un genre de réaction en fait de l'écologie qui montre bien ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'on Alors peut je en vais, rajouter une? ouais, oui,
Marine Tondelier, Ah oui, vas-y. puisqu'on allait Parce que- l'oublier, qui a dit tout de suite après l'élection: «Cet enfer qui se profile, courage aux Américaines et aux Américains qui seront en première ligne des politiques de Trump, courage à nous toutes et tous». Donc visiblement, elle s'est révélée américaine ce soir-là Oui, c'est ça, c'est et ça n'a exactement pas ça. grand rapport avec l'écologie en plus, donc Non, mais bon, c'est comme d'habitude. Et alors, moi, alors là, c'est pas tout à fait une réaction de l'écologie politique, mais c'est quand même une réaction intéressante à connaître. C'est la réaction de la revue Nature, ou Nature en français. Je crois que c'est la plus célèbre revue scientifique au monde, oui. hein. Et donc, c'est une revue scientifique avec revue où les articles sont revus par les pairs, bien sûr. Et ils se sont engagés finalement en disant attention, ça va être le retour de Trump, quoi. Et donc, ils ont aussi donné des messages après l'élection où ils ont dit que les scientifiques à travers le monde expriment déception et leurs avertissements. Voilà. Donc là, on voit. Donc, c'est là aussi où ça pose quand même question de voir de plus en plus le monde scientifique rentrer dans le monde du militantisme, ce qui est en fait une attitude anti-raisonnement scientifique et rationnel, si tu veux. Le scientifique doit toujours rester complètement neutre par rapport à la société. À mon avis, c'est ce qui fait son indépendance. Que tu sois affilié à un alarmisme écologique ou autre, ou affilié à une industrie du tabac ou je sais pas quoi, pour moi, ça, c'est un peu la même chose. Tu n'es plus indépendant à partir du moment où tu rentres dans une chose où il y a des intérêts, ou des intérêts d'ailleurs ou des discours qui sont pas forcément. Voilà, la méthode scientifique, elle est complètement en dehors du ring. C'est pour ça que les scientifiques doivent être dans ce qu'on appelle des tours d'ivoire. Et c'était ma discussion ou mon échange que j'ai eu sur Twitter avec. C'est Serge Zaka, je crois, Mmh. l'agriculteur, le climatologue, etc., où il dit que les scientifiques doivent s'engager. Non, scientifique qui s'engage, ça devient un militant. Ce n'est plus un scientifique. Donc, il va, si tu veux, pervertir d'une certaine façon. Je pense que le mot est fort, mais il faut le dire. Il pervertit la science. Si cette expression a encore un sens, parce que moi, c'est une expression que je déteste, dire la science. Il y a des scientifiques, il y a des gens qui utilisent la méthode scientifique. Et je n'aime pas qu'on dise la science parce que pour moi, c'est une ressucée de ce qu'on appelait autrefois Dieu Dieu et les saintes écritures. Hein. Donc, en fait, à dire la science a dit et donc ce n'est pas discutable, c'est mettre sur le devant de la scène des tabous et des totems. Or, dans le domaine scientifique, il n'y a aucun tabou et aucun totem. Et dire la science a dit, et c'est exactement dire, sans référer aux saintes écritures. Donc, il faut faire un peu attention. Il n'y a pas de saintes écritures en science, donc tout est discutable. C'était un petit aparté sur la science, mais c'est quand même pas une bonne nouvelle de voir une revue comme ça s'engager sur une élection. Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement des scientifiques. Et pour moi, c'est très grave. Alors si Euh, on en revient sur la ouais. question scientifique justement, pour faire le lien avec l'élection de Trump, 2024, d'après, tous les articles qui sont sortis récemment, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle du globe et c'est aussi l'année où Trump revient au pouvoir. C'est inquiétant, non? Oui, c'est ça. Ah, parce que Trump est effectivement climato-sceptique, c'est-à-dire que il voudrait sortir des accords de Paris. Et d'ailleurs, il en est sorti sa présidence, je crois, officiellement, hein. Mmh. Et donc là se posent des questions. J'ai lu Benoît Ritaud là, qui va sortir un article donc, où il dit que, par exemple, il pourrait faire valider, parce que ce que Obama n'avait jamais fait, valider l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre par le Sénat américain. Or, il y a de très grandes probabilités que le Sénat rejette l'accord de Paris. Et dans ce cas-là, l'Amérique sortirait des objectifs de décarbonation, hein, pour faire simple. Et donc, il y a vraiment, effectivement, des choses qui vont changer avec Trump sur le côté politique climatique, qui mène, c'est vrai, mais ça, nous, on le dit sur cette chaîne depuis longtemps, les seules politiques qui vaillent au niveau climatique, c'est celle de l'adaptation. Essayer de baisser les émissions, tu vois que ça n'a absolument aucun impact, même au niveau américain, si tu veux. Non pas sur les émissions en elles-mêmes, mais sur la quantité de gaz ou sur même le climat, tu vois. Donc, voilà. Et puis sur la chaleur qu'il fait en 2004, oui, enfin, ça a augmenté effectivement, ça en est au-dessus des moyennes, mais
Mais tu as les climatologues qui parlent notamment de causes qui sont un peu différentes du changement climatique, qui est par exemple l'explosion du volcan qui a eu lieu, alors je ne sais plus où il se situe, ni comment il s'appelle, mais on en avait déjà parlé sur cette chaîne, qui a rejeté une quantité d'eau phénoménale dans l'atmosphère. Et puis l'eau, c'est le premier gaz à effet de serre, donc ça peut avoir un effet réchauffant. Et donc il faudra voir dans les années qui viennent si ça revient en fait à des moyennes, quoi. Donc voilà, et donc effectivement, la question, c'est quelles vont être. Enfin, c'est sûr que sur ces questions de climat en général, d'environnement, peut-être de biodiversité, etc., l'attitude des Américains dans les 4 ans à venir vont être très différentes de ce que ça a été pendant la mandature Biden. Ça, c'est évident. Et donc, ça veut dire quand même que, parce que tu sais, toutes ces politiques-là, elles sont quand même pas très bonnes pour la compétitivité des États qui les mettront en œuvre, Hmm. évidemment. Puisque, encore une fois, hein, les énergies fossiles, c'est 80% des énergies utilisées à l'échelle planétaire. Et donc, ça veut dire peut-être que l'Amérique va devenir plus performante d'un point de vue économique, ou en tout cas va se débarrasser de certains carcans qui emprisonnent son économie. C'est un peu fort, hein, emprisonner, mais voilà. Et donc ça peut avoir un impact sur l'Europe. Et C'est ça se ça qui est fera, intéressant. effectivement, ça peut se faire économiquement au détriment de l'Europe, enfin au-delà d'ailleurs du carcan écologique qui empêche la production de certaines choses en Europe, il y a la question des droits de douane aussi sur les produits importés qui peuvent remonter Oui. sous une présidence Trump. Mais alors justement, qu'est-ce que l'Europe peut faire là, par rapport à ça? Est-ce qu'il n'est pas temps justement que l'Europe se prenne en main et sorte un peu peut-être de ses carcans? Oui, bah, en fait, ce qui est intéressant sur les points de vue écologiques, parce que c'est notre chaîne, c'est que finalement, qu'est-ce qui va se passer en Europe? Est-ce que cette élection de Trump peut avoir un impact sur les politiques écologiques et notamment celle du pacte vert? Parce que c'est ça, les grosses politiques écologiques, c'est le pacte vert. Hein, donc la décarbonation à tout prix et à toute berzingue, et puis les politiques de restauration de la nature avec toutes les questions de biodiversité. Donc ça enchâsse encore une fois l'Europe dans une forme de décroissance molle, en fait, d'une certaine manière. Bref, et donc le fait que l'Amérique arrive avec Trump, peut-être que l'Europe va encore un peu perdre au niveau international dans sa compétitivité si elle ne délaisse pas un peu ces politiques qui empêchent vraiment l'économie de fonctionner correctement. Et donc, ça va être intéressant de voir quelles vont être l'attitude des chefs d'État. Alors, tu vois que Macron discute avec le chancelier allemand déjà. Et je ne sais pas du tout, parce qu'ils vont vouloir se démarquer de Trump, tu vois. Et c'est peut-être sur ces questions écologiques qu'ils vont essayer de se démarquer symboliquement en tout cas, parce que tu vois que sur la politique migratoire, par exemple, il y a des chances que l'Europe, elle suive un peu ce que va faire Trump, parce que même Macron s'est aperçu, enfin, est plus offensif là-dessus, et ça a l'air d'être partagé par les autres chefs d'État. Mais sur les questions écologiques, pas tellement finalement. Et donc, ça va être intéressant de voir l'attitude des chefs d'État, mais plus que ça, du Parlement européen. Et là, je voudrais revenir sur une analyse qu'a fait donc Philippe Fabry récemment dans une émission qu'il a fait. Je rappelle que Philippe Fabry sera à notre colloque vendredi prochain. Parce que tu sais, tu as une audition des parlementaires européens, enfin des commissaires européens auprès du Parlement européen, puisqu'ils doivent être validés. La Commission européenne doit être validée par le Parlement européen. Et donc, tu as des auditions. Et donc, ce qui est en train de se passer, et j'ai écouté aussi Jean Quatremer que cite Philippe Fabry, qui est un spécialiste, un journaliste de Libération et qui est très compétent sur les questions européennes. Et donc, effectivement, il dit que au niveau du Parlement européen, tu as les démocrates chrétiens et les sociodémocrates qui, donc le centre finalement, qui gouverne, c'est le PPE, le Parti populaire européen. Et eux, ils se font une majorité, mais avec l'aile gauche, si tu veux. Mais là, il remarque, notamment grâce à l'action ou à cause de Manfred Weber, qui est le président du PPE, et Manfred Weber est pour une stratégie d'alliance à droite, dit-il. Et donc, il va chercher de plus en plus des alliances avec les autres groupes, celui de Jordan Bardella, mais aussi où il y a l'AfD, tu sais, le fameux parti dit d'extrême droite allemand, Hmm. etc. Et donc, ils ont voté déjà plusieurs éléments, et notamment là où il y aura une alliance entre le PPE et ces partis de droite, disons, ça va être sur les questions, dit-il, d'immigration et d'environnement.
Alors que sur des questions, par exemple, de guerre en Ukraine, etc., le PPE ferait plutôt des alliances avec la partie gauche. Mais tu vois, donc ça c'est une nouveauté parce que depuis la création de l'Union européenne, il y avait, ou du Parlement en tout cas, il y avait toujours cette majorité du centre, mais qui se déplace à droite. Et qu'est-ce qui va souffrir s'il y a un déplacement à droite? Mmh. Parce que si tu veux, l'immigration, c'est déjà tout le monde est plus ou moins d'accord, ou il y a Mmh. vraiment un truc qui se fait naturellement. Mais il y a des tensions quand même sur les sujets environnementaux. Donc, s'il y a une basculement à droite, c'est forcément le pacte vert ou son application ou ce que tu veux qui va être remise en cause, ou en tout cas où il va y avoir vraiment des frottements très importants. Et donc là, on peut dire que ça va dans le même sens que l'arrivée de Trump. La seule chose, ça sera qu'est-ce qui va se passer entre les chefs d'État et le Parlement, donc entre le Conseil et le Parlement européen. Et aussi, est-ce qu'il va y avoir des problèmes pour entériner la commission proposée par Van der Leyen, la composition de la commission? Est-ce que les parlementaires qui sont proposés vont être corrects, ou est-ce qu'on va vers une crise? Donc certains pensent qu'on peut aller vers une crise entre le Parlement et la commission et donc le Conseil, quoi, puisque elle a été désignée Van der Leyen par le Conseil, hein, je crois. Mmh. Je me souviens de tout cela. Donc c'est ça, voilà. Il y a, si tu veux, Trump qui pousse d'une certaine manière d'un côté, qui oblige l'Europe à se positionner, et peut-être si elle ne veut pas trop perdre en compétitivité, à pas être trop débile sur les mesures punitives et écologistes. Il y a ce Parlement européen qui se droitise, et donc c'est pareil. Donc tu vois, il y a des tensions un peu. Et donc ça va être intéressant à regarder dans ce cadre-là. Ça aurait été peut-être un peu différent si Kamala Harris avait été élue, si tu veux. Parce que sur les questions environnementales, je pense qu'elle serait restée évidemment dans la droite ligne de ce qu'a fait Biden. Donc ça va être intéressant. Et c'est sur ce sujet-là, même si nous, notre analyse, hein, depuis le début sur cette chaîne, c'est que de toute façon, les politiques écologiques, hein, donc celles que j'ai citées, les politiques qui concernent le CO2 et celles de la restauration de la nature, je pense qu'à la fin, elles vont en pâtir de toute façon. La question, c'est comment ça va se passer, quoi, en gros, et sur quelle temporalité. Mais on est dans une telle crise financière, économique, etc., et puis il y a les sujets internationaux, qu'on n'a plus les moyens de nos politiques punitives écologistes. Et donc, voilà. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Bertrand. Ben, je t'en prie, à bientôt. Abonnez-vous et faites des Abonnez-vous, likez, commentaires. partagez et inscrivez-vous pour le colloque. On le répète, il Ouais, reste encore quelques places. ouais, on va Il bien faut s'amuser. Il s'inscrire y aura maintenant. des Voilà, on va bien interventions s'amuser. très intéressantes. Donc, Exact. Donc, voilà. on rappelle que c'est vendredi 15 novembre à l'Institut de France, voilà, 3 rue Mazarine à Paris, à partir de 9h30 du matin. Et le lien d'inscription est sous la vidéo. Voilà. À bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures.